Le jugement par ordalie. À l'époque médiévale, les choses étranges et effrayantes faisaient partie de la vie quotidienne. Ce qui nous semble aujourd'hui étrange ou terrifiant était tout à fait normal pour eux. Plongeons donc dans certaines de ces habitudes effrayantes auxquelles les gens ne pensaient même pas à deux fois. À l'époque médiévale, lorsque les preuves étaient rares, les gens recouraient à un système de justice qui ferait s'évanouir les avocats modernes, le jugement par ordalie. Le concept de base est que, si vous êtes innocent, Dieu vous protégera d'une douleur horrible. Si vous êtes coupable, eh bien, pas de chance. L'épreuve la plus courante était celle du fer rouge. Les accusés portaient une barre de fer chauffée au rouge sur une distance de 2,7 mètres. Leurs mains étaient bandées et vérifiées 3 jours plus tard. Des blessures propres signifiaient l'innocence. Dieu était intervenu pour vous guérir. Des blessures infectées, la culpabilité. C'est exact. À l'époque médiévale, avoir une bonne hygiène et un système immunitaire fort faisait de vous, en gros, un criminel. L'épreuve de l'eau consistait à être ligoté et jeté dans un lac. Flotter signifiait la culpabilité. L'eau pure rejetait votre corps pécheur. Couler signifiait l'innocence. Parlons d'une situation perdant-perdant. Bonne nouvelle, vous êtes innocent. Mauvaise nouvelle, nous ne pourrons peut-être pas vous secourir à temps. Pour l'épreuve de l'eau chaude, vous plongiez votre bras dans un chaudron bouillant pour récupérer une pierre. Un registre municipal de 1133 mentionne un homme dont le bras a été bouilli jusqu'à l'os, mais qui a tout de même été déclaré coupable parce que les blessures suppuraient de corruption, tout comme son âme. L'épreuve la plus élaborée était le jugement par combat, littéralement combattre votre accusateur jusqu'à la mort. Dieu était censé renforcer le bras de la partie innocente. Un document judiciaire décrit 2 agriculteurs âgés se battant pour des terres, tous deux si faibles que le combat a duré jusqu'à ce que les juges s'ennuient et déclarent un match nul au coucher du soleil. Ces étranges épreuves ont été menées avec un sérieux total jusqu'à ce que le 4e concile du Latran, en 1215, interdise au clergé d'y participer, ce qui a finalement conduit à leur déclin. Pendant des centaines d'années, votre innocence ne dépendait pas des faits ou des témoins, mais de la rapidité avec laquelle vos brûlures guérissaient, ou si vous couliez ou flottiez. La justice n'était pas aveugle. Elle était vraiment étrange. Les épidémies de danse. Alors que les épreuves mettaient à l'épreuve les individus, des communautés entières étaient parfois confrontées à des phénomènes étranges qui mettaient leur santé mentale à l'épreuve. Imaginez que toute votre ville éclate soudainement dans une fête de danse incontrôlable. Pas pendant des heures, mais pendant des jours, voire des semaines. Les gens dansaient jusqu'à ce que leurs pieds saignent. Certains dansaient jusqu'à la mort, et personne ne pouvait s'arrêter. Bienvenue à l'un des phénomènes les plus étranges de l'histoire, les épidémies de danse de l'Europe médiévale. L'épidémie la plus célèbre a frappé Strasbourg en juillet 1518. Elle a commencé avec une femme, Frau Trophéa, qui est sortie dans la rue et a commencé à danser. En une semaine, 34 autres personnes l'avaient rejointe. En un mois, environ 400 personnes dansaient, jour et nuit. Ce n'étaient pas des passionnés de danse typiques. Personne ne criait « bis ». Ils criaient de douleur et appelaient à l'aide alors que leur corps refusait de cesser de bouger. Les chroniques du conseil municipal de Strasbourg décrivent les danseurs continuant jour et nuit avec à peine du repos jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Les dossiers médicaux indiquent que beaucoup ont souffert de crises cardiaques, d'accidents vasculaires, cérébraux et d'épuisement. Encore plus choquant, le nombre de morts de ce marathon de danse a atteint des dizaines. Qu'ont fait les autorités locales pour gérer cette crise?
Dans ce qui pourrait être le pire conseil médical de l'histoire, elles ont encouragé à danser davantage. C'est comme essayer de guérir l'intoxication alcoolique de quelqu'un en ouvrant une autre bouteille de vodka. Elles ont construit des scènes spéciales et ont même engagé des musiciens professionnels pour jouer pour les danseurs, croyant que les personnes affectées finiraient par danser pour éliminer la manie de leur système. Ce ne fut pas la seule épidémie de danse. Des incidents similaires se sont produits dans des dizaines de villes à travers l'Europe. En 1374, la fièvre de la danse a frappé les communautés le long du Rhin, affectant des milliers de personnes. Une chronique de l'abbaye de Cologne décrit des danseurs sautant et bondissant en poussant des cris sauvages, inconscients du monde qui les entourait, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. Alors, qu'est-ce qui a causé ces étranges marathons de danse? L'explication la plus scientifique est l'intoxication par l'ergot de seigle. L'ergot est un champignon qui pousse sur les céréales et contient des produits chimiques similaires au LSD. Dans les années, avec des printemps et des étés humides, comme en 1518, la région a vu l'ergot prospérer dans l'approvisionnement en céréales. Du pain médiéval qui vous fait halluciner. C'est une façon de pimenter un repas ennuyeux. D'autres théories incluent une maladie psychogène de masse, essentiellement une hystérie collective induite par le stress. Le 16e siècle a été une période difficile à Strasbourg, avec des famines, des maladies et une pauvreté extrême. Quelle que soit la cause, les épidémies de danse restent l'un des événements de masse les plus étranges de l'histoire. La dernière grande épidémie a eu lieu au milieu du 17e siècle, puis a mystérieusement cessé. Note: la section suivante semble être une publicité moderne insérée dans le texte historique et a été traduite fidèlement comme demandé. Il y a quelques mois, je n'avais aucune idée de ce qu'était une bague de santé, jusqu'à ce que mon fiancé m'en offre une. Et je dois dire que je suis surpris que ce ne soit pas un produit largement connu et utilisé. Elle suit mes niveaux de stress, et ce que j'ai découvert, c'est que certains suppléments faisaient augmenter mon niveau de stress, tandis que d'autres aidaient en fait à le réduire. J'ai ajusté quelque chose en fonction de cela et honnêtement, je me sens 10 ans plus jeune. Ma femme l'utilise principalement pour suivre ses cycles menstruels et elle est obsédée par la qualité de son sommeil. J'ai remarqué qu'ils offrent actuellement une réduction limitée de 69%, mais je ne sais pas combien de temps cela durera. Elle ne coûte actuellement que 60 €. ITE, PRIX, PPARR, APPQR, TARSDSAU, TRESB, AGUESD, ESAN, TEQU, ACOU, alors TENTENVIRON 350. Est-il clair? Est-ce la meilleure option en termes de rapport qualité? Bien prise par rapport à Urarde. Autre bague disant Kiko Udora tentent environ 350 et ont moins de fonctionnalités. Ils ont réussi à fixer ce prix si bas parce qu'ils ont éliminé les intermédiaires comme Amazon, Walmart, etc., qui augmentent le prix et prennent une marge importante, faisant en sorte que le client finit par payer entre 3 et 5 fois plus. Si vous êtes à la télévision, vous pouvez le vérifier vous-même en mettant la vidéo en pause et en scannant le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone ou en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Les procès d'animaux. Les systèmes juridiques médiévaux avaient une approche particulière de la justice qui s'étendait au-delà des humains. Ils soumettaient régulièrement des animaux à des procès avec des avocats, des témoins et des procédures judiciaires formelles. Loin d'être considérés comme des blagues, ces procès étaient pris extrêmement au sérieux et duraient parfois plus longtemps que les procès humains. Les porcs étaient les animaux les plus poursuivis, probablement parce qu'ils erraient librement dans les villes médiévales et pouvaient être dangereux.
Les archives judiciaires du 14e au 16e siècle documentent plus de 85 procès formels de port pour des accusations allant des dommages matériels aux blessures graves ou au meurtre d'enfants. Il s'avère que ce petit cochon est allé au marché. Ce petit cochon est resté à la maison. Il était porté disparu. Ce petit cochon a obtenu un avocat commis d'office. Les procès suivaient la procédure légale appropriée. Un cas de 1386 à Falaise, en France, comprenait des transcriptions judiciaires montrant que le port s'était vu attribuer un avocat de la défense formelle qui a fait valoir que l'animal ne pouvait pas comprendre les lois humaines. C'est essentiellement la version médiévale de « Mon client est un animal, pas un criminel ». L'implication de l'Église a rendu ces procédures encore plus étranges. Les autorités religieuses traitaient les animaux comme s'ils avaient une capacité morale et pouvaient pécher délibérément. Cette vision était largement acceptée, conduisant à ce que des animaux soient excommuniés ou même anathématisés, ce qui signifie formellement maudits par l'Église. Parfois, les enjeux étaient incroyablement élevés. En Suisse, en 1474, un coq a été jugé pour le crime contre nature de pondre un œuf. Le tribunal a déterminé que c'était évidemment l'œuvre de Satan, car les coqs ne peuvent pas pondre d'œufs. Le pauvre oiseau a été brûlé sur le bûcher avec son œuf démoniaque. Cela porte l'élevage en plein air à un tout autre niveau. De la liberté de mouvement directement au lieu d'exécution. Les exécutions publiques pour bestialité. La justice médiévale n'était pas seulement dure, elle était théâtrale et conçue pour choquer. Nulle part cela n'était plus évident que dans les châtiments pour bestialité, qui sont devenus des spectacles publics élaborés que les gens modernes trouveraient absolument étranges. Lorsqu'une personne était accusée de bestialité à l'époque médiévale, l'animal impliqué était également considéré comme coupable et souillé. Cela a donné lieu à l'une des pratiques juridiques les plus étranges de l'histoire. L'humain et l'animal étaient jugés ensemble et, s'ils étaient reconnus coupables, exécutés ensemble. Les archives judiciaires contiennent des centaines de cas documentés. Un récit particulièrement détaillé de 1546, à Falaise, en France, décrit un homme reconnu coupable d'avoir eu des relations avec une truie. Le tribunal les a condamnés tous les deux à mort, et les registres financiers de la ville montrent des paiements pour une potence spéciale construite pour pendre l'homme et la truie ensemble. Ce qui rendait ces exécutions encore plus étranges était la pratique d'habiller les animaux avec des vêtements humains avant l'exécution. Le même registre de Falaise comprend une dépense pour des vêtements pour la truie, y compris un pantalon, une veste et des gants blancs. C'est exact. Ils ont mis un pantalon à un cochon avant de le tuer. Parlons d'ajouter l'insulte à l'injure. Un document judiciaire suisse de 1474 note qu'une vache condamnée était vêtue d'une robe avec des rubans dans les poils, comme si elle était une jeune fille se rendant à son mariage, avant d'être pendue aux côtés de son partenaire humain dans le crime. Les procès posthumes. Quand la plupart des gens meurent, c'est la fin de leurs problèmes juridiques. Mais à l'époque médiévale, la mort n'était pas toujours suffisante pour échapper à la loi. Dans l'une des pratiques juridiques les plus étranges de l'histoire, des cadavres étaient parfois déterrés et jugés lors de procédures judiciaires élaborées appelées procès posthumes. Le procès posthume le plus célèbre est peut-être celui du pape Formose en 897 après J.J., connu sous le nom de Synode du cadavre. Le pape nouvellement élu, Étienne VI, détestait son prédécesseur. Alors, il a ordonné que le cadavre de 9 mois de Formose soit déterré, vêtu de robe papale et placé sur un trône à la cour papale.
Les chroniques de l'Église décrivent comment, pendant des heures, Étienne a crié des questions aux cadavres en décomposition, tandis qu'un diacre se cachait derrière le trône et répondait d'une voix de fausset, se faisant passer pour Formose. Le pape mort a été déclaré coupable de parjure et d'obtention illégale du trône papal. Ses 3 doigts, qu'il utilisait pour bénir, ont été coupés. Tous ses décrets papaux ont été invalidés. Ses vêtements papaux ont été arrachés et son cadavre a été jeté dans le Tibre. Mais ce n'étaient pas seulement les personnalités de haut rang qui faisaient face à la justice posthume. Les gens ordinaires, accusés d'hérésie, de sorcellerie ou de crimes graves contre la propriété, pouvaient se retrouver en procès bien après avoir été enterrés. S'ils étaient reconnus coupables, les cadavres faisaient face à divers châtiments. Ils pouvaient être exécutés publiquement à nouveau, pendus alors qu'ils étaient déjà morts. Ils pouvaient être brûlés, démembrés ou soumis à d'autres châtiments physiques. La confiscation des biens était courante, ce qui explique pourquoi de nombreux procès posthumes ont eu lieu. C'était un moyen pour les autorités de confisquer légalement les biens de personnes riches décédées. La décoration avec des os humains. Dans notre monde de meubles IKEA et de décoration d'intérieur Amazon, il est difficile d'imaginer décorer son espace avec de vrais restes humains. Pourtant, pour les gens du Moyen Âge, les os humains n'étaient pas seulement destinés à l'enterrement. Ils étaient du matériel de décoration de premier choix, des symboles religieux et même des souvenirs. Après de grandes guerres, des pestes ou lorsque les cimetières devenaient surpeuplés, les os étaient souvent déterrés et réutilisés plutôt que d'être réenterrés. L'exemple le plus spectaculaire est peut-être l'ossuaire de Sedlec en République tchèque, communément appelée l'Église des ossements. Après la peste noire et les guerres hussites, cette petite chapelle a été décorée avec les restes de 40 000 à 70 000 personnes. L'église comprend un lustre contenant au moins un os de chaque partie du corps humain, des guirlandes de crâne décorant le plafond et des armoiries de familles nobles locales recréées entièrement en os humains. Prendre des os comme souvenir est devenu étonnamment courant, en particulier sur les champs de bataille et les lieux d'exécution. C'était l'équivalent médiéval d'une boutique de cadeaux. Merci d'avoir visité la guerre de 100 ans. N'oubliez pas un fémur en sortant. Les champs de bataille étaient des terrains de chasse aux os particulièrement populaires. Les chroniques décrivent comment, après de grandes batailles, les habitants cherchaient des souvenirs parmi les morts. Un récit français des suites de la bataille d'Azincourt en 1415 mentionne que des paysans sont venus avec des sacs pour ramasser des dents et des os de doigts des morts anglais, croyant qu'ils avaient des pouvoirs spéciaux. Le vol de tombes a évolué d'un vol occasionnel à une profession. Les registres des cimetières de plusieurs villes européennes mentionnent la nécessité de gardes spécifiquement pour empêcher le vol d'os. Le commerce de restes humains est devenu si répandu qu'au 16e siècle, les villes ont commencé à adopter des lois contre lui. Ces décorations osseuses médiévales nous rappellent à quel point nos ancêtres voyaient la mort différemment. Non pas comme quelque chose à cacher et à oublier, mais comme une présence constante, digne de célébration artistique et même de décoration intérieure.